Bonjour et merci à ceux qui sont présents pour cette séance. Donc, je me présente rapidement. Donc, je m'appelle François Charles. Je suis professeur à l'École normale supérieure de Paris et je suis responsable du concours des épreuves de mathématiques du concours des concours scientifiques pour l'ENS de Paris. Et par ailleurs, en 2017 et en 2018, j'étais examinateur à l'oral spécifique de mathématiques pour le concours donc d'Ulm, cet oral d'une heure dont on va parler aujourd'hui, qui est assez particulier et assez important, qui tient une place assez importante dans les épreuves d'admission pour l'École normale supérieure de Paris. Et c'est ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Je suis rejoint par Omi Damini, que vous voyez aussi, qui est chargé de recherche au CNRS et travaille à l'École polytechnique, et qui a été examinateur de ce même oral en 2019 et 2020. Donc, on voudrait vous parler un petit peu de cet oral, et notamment par le prisme d'exercices spécifiques qui ont été posés, qu'on a posés à cet oral, et on voudrait simplement vous parler un peu de comment ça se passe, qu'est-ce qui peut se passer dans un oral comme ça, en regardant des vraies mathématiques. Donc normalement, j'espère que vous devez tous voir ma présentation, mon partage d'écran, donc ma présentation ici. Et donc je voudrais vous parler un peu de cet oral. Alors, je vais d'abord rappeler deux, trois choses pour ceux qui s'apprêtent, celles et ceux qui s'apprêtent à passer le concours. Donc qu'est-ce que c'est cet oral spécifique? Donc c'est un oral qui compte pour l'admission à l'École normale supérieure de Paris, de la rue d'Ulm, et qui ne compte que pour cette école. Ce qui le rend assez spécifique, puisqu'il s'adresse vraiment uniquement à des gens qui sont admissibles à Ulm, et il colle assez précisément aux missions de l'école normale, qui sont de former à la recherche par la recherche. Même si, bien sûr, et c'est une question que les candidats et les candidates posent souvent pendant l'oral, l'école normale supérieure ne forme pas uniquement au métier de la recherche académique, c'est bien entendu quelque chose qui est très important dans la formation. Donc c'est un oral d'une heure, un peu moins, donc 55 minutes avec les différents battements. Et ce qu'on valorise, c'est des qualités qu'on attend chez un mathématicien, une mathématicienne, qui sont surtout l'autonomie et le dialogue. Ces deux choses, c'est deux choses assez importantes. Alors peut-être je devrais préfacer cette présentation en disant que je parle d'une part au titre de responsable du concours, de responsable des épreuves du concours, et aussi je partage mon expérience d'examinateur. Néanmoins, je ne suis pas actuellement examinateur de cet oral, et les examinateurs ne sont pas présents pour respecter leur autonomie. Et donc, ce que je dis et ce que Omid va raconter sont des choses qui reflètent notre expérience de faire passer cet oral, mais qui n'engagent pas très précisément à ce qui peut se passer lors d'un oral en 2022 ou dans les années suivantes. C'est quelque chose qu'on donne uniquement à titre indicatif, et des choses peuvent changer suivant les années, bien sûr, dans la mesure du raisonnable. Donc oui, les qualités qu'on valorise, c'est beaucoup l'autonomie et le dialogue. Il y a un vrai dialogue, c'est un oral qui laisse du temps, c'est un oral qui laisse un dialogue s'instaurer entre l'examinateur ou l'examinatrice et le candidat ou la candidate. Notamment, les examinateurs et les examinatrices ont toute une activité importante de recherche en mathématiques, c'est des chercheurs. Et une chose que je trouve importante à signaler, parce que bien sûr, quand on est préparationnaire, on sait que c'est un oral difficile qui pose des exercices difficiles et on a peur de faire des erreurs, on a peur de la difficulté, c'est tout à fait normal pour un oral avec un enjeu comme ceci. Mais les examinateurs savent que faire des mathématiques, c'est difficile, ils savent qu'on peut se tromper, et c'est pas un oral où on cherche à piéger la personne qui passe cet oral. On sait que faire des mathématiques, c'est difficile, que même faire des choses relativement simples qu'on pourrait faire relativement simplement devant son bureau, c'est difficile en situation de pression. Et donc, c'est un oral où le but des examinateurs et des examinatrices est de vous valoriser et de valoriser vos qualités et pas de chercher absolument à vous piéger. En particulier, c'est vraiment rare qu'il y ait des pièges vraiment destinés à faire échouer le candidat. Ce n'est pas l'état d'esprit de cet oral-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas difficile, bien sûr. Donc, ce que je dis, c'est un oral où un mot important, c'est la bienveillance. Nous, ce qu'on veut, c'est que les candidats et les candidates puissent exprimer leur qualité de chercheur. En ce sens-là, faire des erreurs, dire quelque chose qui n'est pas correct, c'est pas éliminatoire, c'est même pas forcément pénalisant. Bien sûr, tout dépend de la mesure de l'erreur, tout dépend notamment de si on s'en rend compte, de si
de si on y persiste, de si on est prêt à avoir un regard critique sur ce qu'on a dit, bien sûr, mais dans un processus de recherche d'une solution d'un exercice, on peut dire des choses qui s'avèrent n'être pas correctes. C'est quelque chose dont on est conscient, dont les examinateurs sont conscients et qui ne doit pas, pénaliser le candidat quand c'est fait dans une démarche scientifique, avec un recul, avec un esprit critique sur les mathématiques. Et bien sûr, avec une maîtrise des fondamentaux, avec une maîtrise du cours, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on valorise dans un oral comme ceci? On valorise des qualités qui, autant qu'on puisse les juger, bien sûr, qui permettent, on espère, de faire de la recherche en mathématiques ou autres, ou d'autres disciplines scientifiques. Donc, d'abord, les fondamentaux, la connaissance du cours et dans la mesure du programme est très importante. C'est quelque chose qui arrive très souvent que la personne qui passe l'oral se voit poser des questions de cours, strictement. C'est pas parce qu'on estime que la personne n'a pas un niveau pour faire des choses plus difficiles. Ce n'est pas parce qu'on veut que les candidats et les candidates fassent du bachotage. C'est simplement parce que le programme des 2 ans de classe préparatoire scientifique est difficile. Il contient beaucoup de mathématiques profondes et avoir une connaissance approfondie du cours, c'est quelque chose qu'on valorise. Ça ne veut pas dire connaître énormément de choses spécifiquement par cœur, mais savoir une maîtrise des tenants et des aboutissants des énoncés que l'on a pu apprendre pendant ces 2 années, de leur rôle, de leurs preuves dans les cas où c'est exigible, de l'ordre dans lequel les notions s'articulent. Et donc ça, c'est une des façons de montrer sa maîtrise des mathématiques. Bien entendu, la créativité, et je dirais même, la créativité c'est difficile, mais la curiosité sont des qualités très valorisées. La curiosité, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire être autonome par rapport à un énoncé qui est posé souvent de manière ouverte, qui est posé sans indication. Donc, c'est la capacité de se poser des questions sur cet énoncé-là, de le mettre un peu en difficulté, peut-être d'en changer certaines hypothèses pour voir comment les hypothèses sont nécessaires, sont utilisées. C'est la capacité de trouver des exemples pertinents, d'y travailler. C'est peut-être la capacité de faire un calcul qui peut être plus ou moins difficile, mais en ayant le recul de savoir si ce calcul a une chance d'aboutir, s'il a une chance de nous dire quelque chose. Et c'est aussi des capacités de dialogue. Donc, comme je disais, les exercices sont posés souvent de manière très ouverte. C'est pour ça aussi, quand on voit parfois passer des exercices de cet oral spécifique, on peut se dire qu'ils sont très difficiles, et c'est le cas. Il y a beaucoup d'exercices qui peuvent poser des difficultés, y compris à des mathématiciens professionnels, mais en fait, les exercices sont l'occasion d'instaurer un dialogue. Le candidat va proposer des idées, proposer peut-être des cas particuliers, des premiers calculs, des contre-exemples à certaines situations, et l'examinateur ou l'examinatrice va entrer en dialogue avec le candidat, va lui donner des suggestions, va réagir à ce que fait le candidat. Et une des qualités qu'on attend dans cet oral, c'est de savoir, d'être ouvert à ce que propose l'examinateur. Donc ce dialogue est très très important et il ne faut surtout pas lire dans l'intervention ou pas de l'examinateur ou l'examinatrice des questions sur est-ce que cet oral se passe bien ou mal. L'examinateur ne parle pas, ça veut dire que ça se passe mal. L'examinateur m'a donné ça veut dire que ça se passe mal. Tout cela, ce n'est pas des paramètres pertinents. L'oral est un dialogue. On peut laisser le candidat ou la candidate parler et chercher, y compris assez longtemps au tableau, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, parce qu'on sent qu'une piste vient. On peut donner des indications, on peut réagir à ce qu'a fait le candidat ou la candidate parce qu'un dialogue s'instaure et que des mathématiques intéressantes peuvent suivre. Très bien. Et donc, en conclusion de ces remarques un peu générales, la note de ces oraux-là, et encore une fois, je parle de mon expérience, je parle de ce qui s'est passé pendant plusieurs années, mais je ne parle pas pour expliquer spécifiquement comment les examinateurs devant un oral donné déterminent la note. Mais la note, elle est très difficile à lire en fonction simplement de quelle proportion d'un exercice on a résolu. On peut avoir résolu très peu de l'exercice, de la question qui était donnée au départ, mais avoir fait des mathématiques finalement qui ont été emmenées d'un autre côté et avoir une note tout à fait importante. Donc, ce qui est important, c'est d'être réceptif à ce dialogue, de faire des mathématiques et d'exprimer à la fois sa connaissance approfondie du programme et sa curiosité et son activité mathématique. Donc, c'est ces choses-là qui sont importantes. Donc, tout ça est un peu abstrait. Je ne sais pas s'il y a des questions, je n'ai pas la bonne fenêtre ouverte. Non, ok. Donc, donc je me permets donc je vais continuer avec un
avec un exercice précis, donc qui a été posé à l'oral il y a quelques années, que je voudrais utiliser pour illustrer plusieurs façons dont on peut se passer un oral. Ah oui, et une dernière chose, les rapports d'oraux sont une ressource très importante, et notamment, je voudrais signaler qu'il y a un rapport détaillé qui a été fait, notamment par Omi Damini et Igor Korczynski, qui était l'autre examinateur de l'oral à cette époque-là, en 2019, qui explique, qui donne un déroulé très détaillé de la façon dont peut se passer cet oral, et qui est vraiment une ressource que j'encourage tous les préparationnaires à regarder, parce que ça donnera une vraie vision de comment peut se passer cet oral, qui est un peu impressionnant peut-être a priori. Très bien, alors je vais donner un exemple d'exercice. Alors, c'est un énoncé qui a été posé au concours et que je voudrais discuter. Donc, c'est un exercice qui mélange de l'algèbre linéaire et un peu d'espace euclidien. Donc, c'est l'énoncé suivant. On se donne une base orthonormée de R puissance n, que j'appelle E1, En. Donc, on a n vecteurs, 2 normes 1, 2 à 2 orthogonaux, une base orthonormée. Et on se donne F1 et Fn, jusqu'à Fn, d'autres éléments de R puissance n, d'autres vecteurs, dont on ne sait rien a priori, mais qui ne sont pas trop gros. Et plus précisément, la norme de chacun des Fi est strictement inférieure à 1 sur racine de n. Le n étant la dimension, donc le n qui intervient dans R puissance n. Et donc la question est la suivante. Il faut montrer donc, que la famille E1 plus F1, E2 plus F2, etc. jusqu'à En plus Fn est encore une base de R puissance n. Donc voilà, ça c'est un énoncé tel qu'il est donné. Typiquement, on va donner un énoncé comme ça, on va laisser le candidat ou la candidate réfléchir un petit peu. Donc c'est pas un énoncé qui est spécialement facile à démontrer, c'est pas un énoncé qui a une solution complètement évidente, je pense, a priori. On va laisser la personne réfléchir un peu. Alors je voudrais te donner plusieurs pistes, plusieurs façons dont un énoncé comme ça peut être traité pendant un oral. Donc bien sûr, là j'ai un temps très limité, je vais avancer très vite, ça ne prend pas du tout le temps de réflexion, parce que moi je connais la solution de l'exercice, mais je voudrais donner quelques pistes, quelques types de dialogue. Alors la première remarque qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'inégalité stricte est nécessaire? Vous voyez, j'ai demandé que la norme des FI soit strictement inférieure à 1 sur racine de n. Donc, c'est pas du tout nécessaire, mais une première question que la personne peut se poser. Et en fait, je mets cette remarque-là simplement parce que c'est une des premières réactions qui a été suggérée par un candidat quand cette question lui a été posée, c'est de se demander si l'inégalité stricte est nécessaire. Est-ce qu'avec inférieur ou égal, ça marcherait encore? Et la réponse est non. Il faut absolument une inégalité stricte. Et si vous regardez dans le premier cas intéressant, qui est le cas où n égale 2, où on est en dimension 2, alors c'est aussi clairement faux en dimension 1 d'ailleurs, mais regardons en dimension 2, où il y a un premier phénomène géométrique qui se passe. Vous pouvez, alors j'ai pas ici, j'ai pas un tableau, j'ai pas fait non plus tout un plan de géométrie là-dessus, mais vous pouvez prendre la base orthonormée standard de R2, les deux côtés du carré, unité, et voir que si vous perturbez, si vous rajoutez des FI, un F1 et un F2 à ces deux vecteurs-là de manière judicieuse, vous allez transformer la base E1 F1 orthogonale en les demi-diagonales du carré unité, en les perturbant de exactement 1 sur racine de 2, qui est racine de 2 sur 2, qui est la moitié de la diagonale justement du carré. Et dans ce cas-là, en E1 plus F1 et E2 plus F2 vont être égaux, et donc certainement ne forment pas une base de R2. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui peut être suggéré par le candidat, qui permet de s'approprier un peu l'énoncé, puisqu'on voit en dimension 2 déjà un petit peu de cette géométrie, du fait qu'une façon de rendre l'énoncé faux, sous une hypothèse légèrement différente, et de mettre les deux vecteurs sur la même droite, de les bouger grâce à un F1 et un F2 pour les mettre sur la même droite. Et c'est aussi quelque chose qui permet de penser à cet énoncé-là comme un énoncé de perturbation. L'énoncé, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, je pars d'une base orthonormée et je rajoute des FI qui sont petits. Alors, ne pensons pas pour le moment au 1 sur racine de n, pensons que les FI sont petits en norme. Donc, on prend une base, on ajoute des petits vecteurs, on les perturbe. J'imagine que E1 plus F1, c'est à peu près égal à E1. Il est juste un peu perturbé. Si on perturbe un petit peu une base, est-ce que c'est encore une base? Alors,
qu'est-ce qu'on fait? On regarde pour une façon algébrique de travailler sur cet énoncé-là, on dit, bah, supposons que ce n'est pas une base, regardons une inégalité de la forme somme des lambda i fois EI plus FI égale 0, avec les lambda i non tous nuls. Est-ce qu'une inégalité comme ça est possible avec les hypothèses de l'énoncé? Alors, prenons cette idée de perturbation un peu au sérieux. Une première question qu'on peut se poser, c'est tout à fait autorisé, c'est tout à fait bienvenu. On peut essayer de rendre l'énoncé plus facile. C'est quelque chose qu'on peut tout à fait avoir envie de faire en mathématiques. Quand on a une question qu'on ne sait pas résoudre, on essaie de résoudre une question plus facile. Alors, donnons-nous une question plus facile. Remplaçons 1 sur n par quelque chose de tout petit. Je verrai plus tard. Et est-ce qu'il est vrai que si je prends une base, orthonormée par exemple, mais peut-être même pas, de R puissance n, est-ce que si je lui rajoute des vecteurs de norme epsilon avec un epsilon que je choisirai suffisamment petit plus tard, c'est encore une base? Et ça, c'est vrai. C'est pas tout à fait évident, et ça peut tout à fait être un exercice. Une façon de le voir, c'est par exemple de calculer le déterminant de E1 plus F1 de la famille E1 plus F1 jusqu'à EN plus Fn. On calcule ce déterminant, et s'il est non nul, ce sera une base. Mais si les FI sont tout petits, la continuité du déterminant en les entrées d'une matrice va exactement nous garantir cette chose-là. Donc encore une fois, je donne des arguments peut-être un peu rapides ici, c'est pour illustrer le point. Une autre remarque, c'est que quand on essaye de faire cet exercice, en fait, on s'aperçoit qu'il est beaucoup plus facile si on remplace le 1 sur racine de n par 1 sur n. C'est normal. 1 sur n est plus petit, est nettement plus petit que 1 sur racine de n quand n est grand. Et cet exercice devient plus facile. En fait, vous prenez... Alors, il me manque un signe ici, c'est catastrophique. Vous voyez que quand je vous disais que les erreurs n'étaient pas rédhibitoires, j'espère qu'elles ne le sont pas, vous écrivez une inégalité somme des lambda i égale somme des lambda i fi. Est-ce que c'est possible? Eh bien, si les FI sont de normes plus petites que 1 sur n, vous pouvez, la première chose que vous pouvez faire, c'est prendre le produit scalaire des deux membres avec un des EI. Et si vous savez que les nombres des FI sont plus petites que 1 sur n, vous allez tout de suite avoir une contradiction. Et avec 1 sur racine de n, on écrit cette égalité-là, la même, et on compare les normes des deux vecteurs, du membre de gauche, qui est la racine carrée de la somme des lambda i carré, et du membre de droite, qui est certainement borné par la somme des valeurs absolues des lambda i fois 1 sur racine de n. Et une inégalité à la Cauchy-Schwarz va vous donner le résultat. Donc, c'est pas une fois qu'on est sur une piste comme ça, une piste un peu algébrique, c'est pas quelque chose qui est si difficile, mais c'est très trompeur. C'est pas parce que on pourrait donner une solution en 5 lignes de cet exercice que c'est facile de la trouver. Donc, c'est un vrai exercice d'oral. Encore une fois, c'est un exercice qui a tout à fait été posé et qui n'est pas facile. Et maintenant, je voudrais donner un autre déroulé de cet exercice-là. De cet exercice-là, pardon. Reprenons la dimension 2. On peut faire un dessin et puis on peut se dire que se passe, c'est quand est-ce que cet énoncé est faux? Quand est-ce que, pour certains DFI, peut-être pas de normes plus petites que 1 sur racine de n, je pourrais avoir que que E1 plus F1 et E2 plus F2 ne forment pas une base. Eh bien, ces deux vecteurs-là vont se rabattre sur une droite. C'était exactement comme ça qu'on a vu quand on a traité le cas limite au début. Le cas limite où les normes de F1 et de F2 auraient été 1 sur racine de 2, on aurait E1 plus F1 et E2 plus F2 auraient été égaux, tous les deux, par exemple, à la demi-diagonale du carré. C'est ça qui se passe. Et on peut essayer de comprendre ça et se dire, mais en fait, à partir de la dimension 2, je peux commencer à réfléchir de manière géométrique à ça. Pourquoi? Si les EI plus FI ne forment pas une base de R puissance n, en fait, ça veut dire qu'ils sont tous dans un unique hyperplan de R puissance n, le sous-espace vectoriel qui l'engendre va être de dimension O plus n-1. Encore une fois, tous les petits raisonnements que je fais comme ici ne sont pas si faciles, et en pratique, c'est des réflexions que le candidat ou la candidate peut avoir, qui peuvent susciter des questions de cours à chaque étape, et qui vont être accompagnées, si nécessaire, par l'examinateur ou l'examinateur. Très bien. Donc, si la famille E1 plus F1 jusqu'à En plus Fn ne forme pas une base, en fait, tous les EI plus FI sont dans un hyperplan. Mais une fois que vous avez ça, vous pouvez voir, et ça se voit presque sur le dessin en dimension 2, c'est quelque chose qu'on peut, si on préfère une épreuve géométrique, ce qui va se passer, c'est la chose suivante. On va avoir un hyperplan H, et en ajoutant F1 à E1, F2 à E2, Fn à En, on va réussir à envoyer tous les vecteurs E1, En, qui n'étaient pas tous dans un unique hyperplan, dans cet unique hyperplan H. On va réussir la perturbation nous envoie tous les vecteurs EI dans cet hyperplan. Et l'idée importante ici, la notion importante qui permet de traiter, de comprendre cette situation géométrique, c'est la notion de distance d'un vecteur à un hyperplan. C'est lié à la notion de projection orthogonale, et c'est lié à la notion de vecteur, qu'on pourrait dire de vecteur normal, c'est-à-dire on pourrait regarder ça,
des objets qui se calculent en calculant le produit scalaire des EI avec un vecteur de norme 1 orthogonal à H. Et une fois qu'on exprime ça, je ne vais pas faire l'exercice complet parce que le temps avance et je ne voudrais pas parler que de ça. Mais on arrive à trouver une solution à l'exercice. Donc mon point ici, c'est qu'il y a plusieurs pistes. On n'est pas obligé complètement de finir l'exercice. On peut faire des choses plus algébriques, plus des inégalités. On peut faire des choses presque topologiques, j'ai envie de dire, en se demandant si une petite perturbation d'une base est encore une base. On peut faire de la géométrie en regardant bien ce qui se passe en dimension 2, en essayant de généraliser à une formulation géométrique du problème. Donc, il y a plusieurs directions dans lesquelles il peut se passer. Ça peut donner des oraux qui sont en fait assez différents et les examinateurs sont là pour vous aider, les préparationnaires, à développer cette démarche scientifique. Très bien. Donc, je voudrais maintenant, avant de laisser la parole à Omid Amini, je voudrais parler de quelques petites questions qui ont pu être posées. Allez, donc parfois, quand il reste un peu de temps, moi, je donne encore une fois mon expérience, mais c'est quelque chose qui a pu se reproduire. Parfois, quand on a un peu de temps dans un oral, quand il reste un quart d'heure, on pose une petite question. Et ces questions, ce n'est pas des pièges. Je ne veux pas que vous les conceviez comme des pièges, mais c'est des petites questions qui testent un peu quelles sont les réactions d'un candidat ou d'une candidate à des questions apparemment simples, mais un peu décalées par rapport à ce que vous avez pu apprendre dans vos années de classe préparatoire. Donc, j'en donne un. Vous prenez une fonction qui est continue, mais qui ne va pas tout à fait du segment unité vers R, mais qui va des nombres rationnels entre 0 et 1 vers R. Je suppose qu'elle est continue. Est-ce qu'elle est bornée? Alors, ce n'est pas une question complètement évidente. Je vais peut-être pas donner la réponse directement ici. Une fois qu'on a compris la solution, on peut se dire que c'est vraiment complètement évident et il n'y a qu'une seule réponse possible. Ça serait complètement idiot de penser le contraire, mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est une question qui est un peu décalée. Pourquoi? Parce qu'elle ressemble beaucoup à un théorème du cours, qui est qu'une fonction continue du segment 0,1 vers R, elle est bornée et elle atteint ses bornes. Ça, normalement, ça c'est la première chose qu'on attend, c'est que la personne qui passe l'oral soit au clair sur cet énoncé-là, peut-être sur des éléments de démonstration, peut-être sur des contre-exemples dans d'autres situations, et de se demander si est-ce qu'ici on a un contre-exemple. Et ça, ces réactions-là, c'est vraiment intéressant. Et c'est un point où je veux dire que c'est pas grave de faire des erreurs. C'est pas grave d'avoir pas immédiatement la réponse à cette question. C'est pas grave de penser que la réponse est oui si elle est non, qu'elle est non si elle est oui, et de chercher un peu à la démontrer ou à trouver un contre-exemple et ensuite de s'apercevoir ce qui se passe. Donc ça, c'est un point. Et encore une fois, ce n'est pas, c'est pas un exercice spécialement simple comme ça. Mais ce qui intéresse, c'est bien sûr d'avoir la solution, c'est aussi d'avoir comment un énoncé comme ça, comment une question comme ça se place par rapport aux notions vues en classe préparatoire. D'un deuxième énoncé que je vous donne, est-ce qu'une matrice réelle, une matrice à coefficient réel diagonalisable, une matrice carrée, est-ce qu'elle est diagonalisable en base orthonormée? Donc ça, il y a des théorèmes qui ressemblent beaucoup si vous ajoutez des hypothèses sur A, il y a des théorèmes importants du cours, mais non trivial. Mais est-ce que c'est encore vrai sans hypothèse? Est-ce que vous pouvez me trouver un contre-exemple? Est-ce qu'il y a une chance d'être vrai? À quoi ça vous fait penser? Est-ce qu'elle est encore trigonalisable? Est-ce que la réponse est la même dans les deux cas? Vous voyez, c'est des questions qui sont à la limite du cours, qui sont des questions qui sont presque des questions fausses de cours. C'est pas loin d'être une question de cours, mais on a changé un peu les hypothèses. Que se passe-t-il? À quoi ça vous fait penser? Comment on démontrera le théorème? Est-ce que ça, c'est évidemment vrai, évidemment faux? Et j'en donne une dernière qui est un peu moins triviale, mais qui donne un peu le genre de questions qui peuvent se passer où on a envie d'avoir cette démarche d'expérience. On prend un groupe G, arbitraire. On suppose que le seul automorphisme de G, c'est l'identité. Qu'est-ce qu'on peut dire de G? Et peut-être, on pourrait rajouter une question ici, peut-être qu'on peut supposer G fini, mettons. C'est peut-être plus raisonnable comme question. Et là, la question, elle ne vient pas de trouver comme ça la réponse, ce n'est pas du tout évident de trouver le seul groupe fini qui vérifie cette propriété-là. Mais la question, c'est comment on construit des automorphismes d'un groupe? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que dans certains cas, est-ce que si le groupe est abélien, on sait construire des automorphismes d'un groupe? Est-ce que si le groupe n'est pas abélien, on sait construire des automorphismes? Et c'est ce genre de choses qu'on veut voir. Je ne veux pas, quand on pose une petite question comme ça, on ne s'attend jamais à ce que le candidat connaisse la réponse. Certainement pas. On essaie de poser des exercices un peu qui n'ont pas forcément été posés déjà. Et par ailleurs, on ne s'attend pas à ce que le candidat invente la réponse aussi. On s'attend à ce que ça lui suggère une façon de faire les mathématiques. Voilà, je regarde un peu s'il y a des questions. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Je vais laisser la parole à Omid Amini, qui va parler un peu d'autres questions de mathématiques.
Je vais arrêter la présentation. Ok, bonjour, bonjour à tout le monde. Merci à François pour toutes ces explications. Donc, je me présente, je m'appelle Omi Dami, je suis chercheur au CNRS, je travaille à l'École Polytechnique au Centre de mathématiques Laurent Schwartz et je fais une recherche qui mélange les aspects d'un domaine de mathématiques assez récent par rapport à l'ensemble des mathématiques que vous découvrez en classe préparatoire qui s'appelle la combinatoire. Et aussi des mathématiques classiques en géométrie, algèbre et parfois en probabilité. Et je parle de ça parce que j'aimerais juste insister sur le fait que les mathématiques contemporaines, souvent, on mélange les différents domaines de mathématiques. Et le programme de maths que vous suivez en classe préparatoire, normalement, il est censé vous donner des connaissances solides sur justement ces différents aspects de maths. Et il faut développer une passion pour tous les aspects du programme que vous regardez. Et moi, j'ai choisi du coup des exercices qui vont compléter un peu les aspects algébriques dont a parlé François. Et les examinateurs qui font passer les euros sont souvent des mathématiciens qui mélangent aussi les différents aspects, les différents domaines de mathématiques dans leur recherche. Donc, ils ont passé par ce stade de développer une passion pour différents domaines de maths. Et ensuite, peut-être une chose qui est essentielle à savoir aussi pour compléter un peu la description qu'a donnée François, c'est que pour les examinateurs, au moins dans notre expérience et aussi en discutant avec d'autres examinateurs, c'est un vrai plaisir de faire passer les euros et d'engager dans les discussions. Donc, les élèves qui passent les euros, ils ne sont pas au courant de ça. Et c'est juste, en fait, il faut se prêter à prendre le plaisir de s'engager dans les discussions mathématiques, dans les dialogues mathématiques avec les examinateurs, et vraiment de se donner comme si vous discutiez avec des camarades de classe, parce que je suis sûr que vous faites ça tous les jours si vous suivez le programme des classes préparatoires. Voilà, donc je commence à partager mon écran. Alors, ok, du coup, je vais commencer par... est-ce que vous voyez... Est-ce que attends, ça va prendre un peu de temps. Est-ce que c'est partagé déjà? Oui, c'est bon, ok. Du coup, je commence par le rapport dont a parlé François. C'est le rapport suivant. Donc, c'est un texte qui fait 28 pages, qui est disponible sur le site de l'école normale. Et donc, je voulais vous montrer ça parce que, en fait, donc, il y a plusieurs aspects du concours qui sont détaillés dans le rapport. Notamment, vous pouvez voir les notes que nous avons données à l'issue de ce concours. Vous voyez que les notes sont globalement très, très bonnes. Et en fait, c'est souvent cette distribution de notes qu'on voit, mais peut-être que dans les résultats que vous allez voir, si vous passez les euros, les notes sont légèrement différentes, au moins la distribution c'est légèrement, il s'avère que les notes sont un peu gonflées pour pouvoir de manière artificielle, pour pouvoir écarter les candidats. Mais nous, en fait, globalement, on a vu qu'il n'y avait pas de nécessité parce que l'ensemble des gens qui ont passé les euros étaient vraiment très, très bonnes connaissances du programme des classes préparatoires. Et donc, on a décidé de ne pas gonfler artificiellement en appliquant des méthodes statistiques. On applique souvent des gaussiennes pour changer la courbe, comme vous voyez ici, pour faire des courbes un peu plus pointues autour de la moyenne. Et en fait, on a fait aussi des tests statistiques. Finalement, peut-être que ça ne change pas énormément en fait, le classement. Donc si vous avez dans le résultat, vous avez des notes qui sont peut-être un peu plus basses que ce que vous attendiez, ce n'est pas parce que vous avez passé les euros de manière pas exceptionnelle, mais c'est juste parce qu'en fait, des fois, on change aussi la courbe. Et par ailleurs, dans ce document, il y a toute une analyse des notes que nous avons données et aussi tous les aspects dont a parlé François de manière très, très détaillée avec l'ensemble des exercices que nous avons posés. Donc, moi, j'ai choisi du coup 2 exercices. Je vais prendre le temps de parler
du premier exercice, qui est la planche 1. Donc, nous avons passé à peu près 6 mois pour chercher je dirais, à trouver des exercices. Et du coup, au moment où je vais vous donner des exercices, je vous dirai quelques mots peut-être sur ces aspects de recherche. Et du coup, en fait, les planches étaient aussi ordonnées de manière aléatoire pour pouvoir couvrir un peu tous les domaines de manière un peu aléatoire, que ce ne soit pas tout le temps au début par les probabilités ainsi d'algèbre, ainsi de suite. Vous voyez en fait que c'est vraiment assez aléatoire. Et on ne connaissait pas évidemment en fait les listes, tout était anonyme, on n'avait pas la connaissance de la liste des admissibles pour passer les oraux à l'issue des épreuves écrites. On avait déjà fait préparer tout ça à l'avance. Voilà, donc je pense que j'ai dit quelques mots sur mon expérience avec Igor Korchinski. Normalement, on devait faire passer les oraux aussi l'année suivante, mais avec le Covid, il n'y a pas eu d'oraux en 2020 et ensuite on a arrêté. Donc d'autres personnes ont repris le travail. Voilà, du coup, moi, j'insiste sur le fait que les choses dont je parlais, où j'ai parlé, ça ne nous engage que nous, Igor Korchinski et moi-même. Mais globalement, je pense qu'il y a quand même des intersections, ça veut dire que des choses, des exemples d'exercices, par exemple, qui sont donnés, c'est typiquement des choses qui peuvent se poser à un oral, comme l'oral spécifique de Mathieu. Alors, donc, le premier exercice est un exercice de probabilité. Alors, c'est un exercice, en fait, qui peut se poser très facilement. Donc, on prend une pièce, on suppose qu'elle est équilibrée, ça veut dire que la probabilité d'avoir pile ou face est la même, c'est 1,5. Et la question est la suivante. On lance de la pièce, mais on répète cette procédure de manière indépendante jusqu'au moment où il y a le nombre jusqu'au moment où le nombre de piles est égal au double du nombre de faces. Et on veut calculer la probabilité qu'on ne s'arrête jamais. Donc, c'est un énoncé très élémentaire. Et comme vous allez voir, en fait, la preuve est aussi assez élémentaire. C'est des raisonnements probabilistes. À chaque fois, il faut se donner justement le plaisir de chercher, de faire des observations. Éventuellement aussi de parler de ces observations aux examinateurs et ensuite d'aller vers la voie pour trouver la solution. Donc, j'ai pas choisi à vous présenter plusieurs voies possibles, donc je vais juste vous faire une liste d'observations assez élémentaires qu'on peut faire. Et ensuite, on arrivera à la fin de mes slides, on arrivera à la solution. Alors, la première chose à voir, c'est qu'en fait, il faut voir que peut-être il y a un cas, pourquoi 2 fois? Parce qu'on peut se poser la même question pour triple fois. On cherche à savoir quelle est la probabilité d'avoir le nombre de piles égale 3 fois le nombre de faces, 4 fois le nombre de faces. Donc le nombre 2 ici, double, c'est un nombre qui a été choisi pour formuler l'exercice. Et donc on pourrait commencer par le cas 1, c'est-à-dire le multiple 1, ça veut dire on peut se poser la question de savoir quelle est la probabilité qu'on ne s'arrête jamais si on se posait la question de savoir que le nombre, on cherche à savoir si quelle est la probabilité d'avoir le nombre de piles égal au nombre de faces. Alors, pourquoi parce que c'est possible que vous ayez déjà vu cet énoncé, cet exercice, mais c'est quelque chose qui est un peu au départ d'un domaine de probabilité qui traite les marches aléatoires. En fait, c'est un exercice que vous pouvez, que vous pouvez modéliser. Donc, le deuxième aspect, c'est la modélisation. Donc, ce type de problème, surtout en commençant par le premier, ça se prête facilement à une modélisation par une marche aléatoire. Imaginez que vous avez un individu qui se déplace sur les nombres entiers en commençant par 0 et qui fait des marches aléatoires à droite, qui fait des marches à droite ou à gauche avec une probabilité à 1,5. À chaque fois, il se déplace d'un pas vers droite ou vers à gauche.
Et la probabilité d'avoir le nombre de piles, donc à chaque fois, il lance une pièce pour savoir s'il va à gauche ou à droite. Et la probabilité d'avoir le nombre de piles égale le nombre de faces, c'est la probabilité que cet individu retourne au zéro à un moment donné. D'accord? Donc, si vous avez vu cette question, vous savez qu'avec une probabilité 1, on retourne toujours au zéro. Et donc, en fait, la réponse à cette question pour multiple 1, c'est 0. C'est-à-dire que c'est la probabilité qu'on ne s'arrête jamais, c'est 0. C'est-à-dire avec probabilité 1, on revient forcément au 0. À un moment donné, le nombre de piles sera égal au nombre de faces. Et là, cette question, ça ne concerne pas cet énoncé. On cherche à savoir quelle est la probabilité qu'on ne s'arrête jamais si on voulait avoir le nombre de piles égal 2 fois le nombre de faces. Donc, il faudrait un peu modifier cette marche aléatoire, et c'est ce qu'on va faire. Donc, on va modifier en fait les pas que fait l'individu pour la marche aléatoire en encodant ce facteur 2. Donc, on va dire qu'il va choisir, il va lancer la pièce. Si c'est pile, alors il va vers droite, mais il fait 2 pas. Et si c'est une face, donc il va vers gauche, mais il fait 1 pas. Donc maintenant, la probabilité qu'on ne s'arrête jamais, c'est la probabilité qu'on ne retourne jamais au zéro. Alors là, par exemple, c'est un exemple. Donc on commence par 0, on va vers 2, ensuite on lance la pièce, on revient vers 1. De 1, on va vers 3, 5, 4, et ensuite, et ainsi de suite. Donc, la première observation, donc ça, je vais faire une liste d'observations possibles pour arriver à la solution à la fin. Donc, la première observation, c'est que la probabilité de retour au zéro, ce n'est pas égal à 1. Bon, c'est complètement opposé au premier cas, à l'énoncé où on cherchait à savoir si le nombre de piles allait être égal au nombre de faces. Dans ce cas, en fait, on va avoir avec une probabilité strictement inférieure à 1, on va avoir un retour au zéro. C'est-à-dire avec une probabilité strictement positive, on ne va jamais revenir au zéro. Donc la probabilité qu'on cherche à déterminer, c'est un nombre strictement positif. Alors cette première observation, pourquoi c'est vrai? Parce qu'il suffit juste de remarquer qu'en moyenne, on va vers droite, hein, on fait un pas vers droite. Donc si on applique la loi des grands nombres, on voit qu'avec une probabilité strictement positive, on va jamais revenir au zéro. D'accord? Donc là, par exemple, donc c'est le moment où on pourrait s'engager dans une discussion autour de la loi des grands nombres, de savoir ce que vous avez appris en prépa sur la loi des grands nombres avec les bonnes hypothèses et tout ça. Donc on va noter R, la probabilité de retour au zéro. On sait que ce n'est pas égal à 1, mais du coup on cherche à déterminer la probabilité P qui est 1 moins R. Donc la deuxième observation, c'est typiquement le cas en fait quand on étudie les marches aléatoires, que ce soit sur Z ou sur d'autres types, d'autres graphes. Je vais parler un peu des graphes pour le deuxième exercice, j'ai un peu de temps. Mais c'est qu'en fait, souvent on regarde, on fait en distinction de cas en fonction du premier pas. Donc ici, par exemple, on commence de 0. Donc le premier pas, soit c'est vers gauche, soit c'est vers droite. Et du coup, la probabilité de retour au zéro, on peut dire que c'est la probabilité d'aller d'abord à gauche, qui est 1,5, et ensuite de commencer par moins 1 et de chercher à calculer la probabilité qu'en partant de moins 1, on arrive à toucher 0. Donc ce terme 1,5 P moins 1 toucher 0, c'est exactement ça. Et l'autre terme, c'est la probabilité que le premier pas soit vers droite. Donc on va aller de 0 à 2. Donc avec une probabilité 1,5, on va vers droite. Et ensuite, c'est la probabilité, on cherche à la probabilité qu'en partant de 2 et en faisant cette marche aléatoire, on arrive à toucher 0. Donc du coup, ça donne, donc cette observation, en distinguant les premiers cas, donne naissance à d'autres nombres, une suite de nombres en fait qu'on peut définir, qui sont les nombres WK, qui sont la probabilité à chaque fois pour K donné,
la probabilité qu'en partant de la place K sur les nombres entiers, et en faisant la marche aléatoire définie par la variable aléatoire x, on touche 0. À un moment donné, on touche 0. Donc ici, par conséquent, on voit avec cette définition que 2 fois R égale W2 plus W moins 1. Donc on a ramené le calcul de R et par conséquent le calcul de B au calcul de deux nombres W2 et W moins 1. Alors pourquoi ce sont des nombres plus intéressants? Parce que ce sont des nombres qui s'apprêtent à une description récursive. Donc on va commencer par calculer le nombre W2. En général, on va déterminer le nombre WK pour K est strictement supérieur. Donc, je rappelle, WK, c'est la probabilité qu'en commençant de K et en faisant la marche aléatoire décrite par X, on arrive à toucher 0. Alors maintenant, la troisième observation, c'est que si vous commencez de K qui est strictement supérieur à 0, et si vous faites des marches aléatoires, par exemple, j'ai commencé ici de K et je vais à droite, je vais à droite ici, et ensuite je vais à gauche, je vais à droite, je vais à droite, je vais à gauche, 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 gauche. Donc la seule possibilité pour moi d'aller de K à 0, c'est de passer d'abord à K-1, ensuite à K-2, ensuite à K-3, ainsi de suite, pour arriver ensuite à 0. Cette observation très simple, en fait, dit que WK, c'est juste W1 puissance K. D'accord? Donc, parce que si je regarde ensuite des marches qui ramènent K à 0, à un moment donné, c'est la première fois, je dois passer à K-1. Et cette probabilité, c'est donnée par W1 parce que la marche aléatoire, elle est invariante par la translation. Et donc, du coup, l'indépendance de mes pas montre que WK, c'est égal à W1 puissance K. Ensuite, quatrième observation qui permet de déterminer entièrement W1, c'est à nouveau la deuxième observation, je pense. C'est qu'en distinction de K, ça permet de déterminer W1. Pourquoi? Parce qu'on va distinguer du coup à nouveau le premier. Pour calculer W1, on fait une distinction K par rapport au premier pas. Donc, si en partant de 1, on va calculer W1. Si en partant de 1, on fait le premier pas vers gauche, on est déjà en 0. Donc, on est bon. Donc, ce qui donne W1 égale 1,5 plus donc la probabilité qu'on aille d'abord à droite, et après on cherche à savoir quelle est la probabilité qu'en partant de 3, on arrive à 0. Donc, ça fait W1 égale 1,5 plus 1,5 W3. Et on a calculé W3 qui est égal à W1 puissance 3, ce qui permet d'avoir une équation algébrique pour calculer W1. Alors, c'est une équation algébrique de degré 3, mais on peut facilement vérifier que W1 égale 1 est une solution, ce qui permet de simplifier. Alors, donc il faut écarter le type W1 égale 1, mais W1 égale 1 est écarté par le même raisonnement qu'on a fait dans la première observation. Il est impossible d'avoir une probabilité 1 pour W1, parce que en moyenne, on va vers droite. Donc, avec une probabilité strictement positive, on ne revient pas en 0. Donc ça, ce n'est pas une solution possible par la loi des grands nombres. Et ce qui permet de ramener à une équation de degré 2 et de trouver la valeur de W1. Parce que l'autre valeur, elle est négative. Ou c'est supérieur à 1, je pense. OK, donc maintenant on a calculé W1, il faut calculer W-1, mais toujours c'est le même type d'observation, c'est qu'en fait W-1, c'est la probabilité qu'en partant de moins 1, on arrive à toucher 0. Alors c'est un cas un peu différent du cas précédent, parce qu'on fait des pas de taille 2 quand on va vers droite, mais en fait, on va voir qu'on peut décrire par rapport en distinguant à nouveau, c'est la troisième fois qu'on utilise la même remarque, en distinguant le premier pas, on peut écrire W-1 comme P-1 d'une autre probabilité, qui est la probabilité qu'en partant de moins 1, on va dépasser moins 1. Dépasser, ça veut dire qu'on va se retrouver strictement à droite de moins 1, et que cette position est strictement à droite de moins 1, c'est le point 0. Plus
la probabilité qu'en partant de moins 1, à un moment donné, on va dépasser moins 1 et que cette position qui est strictement à droite de moins 1, c'est 1. Donc l'équation récursive, c'est W-1 égale P-1, cette probabilité qu'on va appeler D. Et l'autre probabilité qui est facilement vue comme étant égale à 1 moins D. Donc on trouve l'équation W-1 égale D plus 1 moins D fois W1. Donc en fait, donc on a dû changer 2 fois la probabilité qu'on était en train de chercher, mais à chaque fois on est arrivé par des observations assez naturelles à introduire ces probabilités. Et donc maintenant il faut, parce qu'on a calculé W1, il faut calculer la valeur de D. Mais en fait, c'est un jeu qui est similaire aux arguments qu'on a fait. On ramène le calcul de D à une équation algébrique, qui est de degré 2 cette fois-ci. Et une des solutions est strictement supérieure à 1, c'est pas une bonne solution. Donc D va être égal à 1,5, 3 moins racine carrée de 5. Et donc, comme on a calculé D et W1, on a calculé W-1, donc on a la valeur de P. Voilà, donc ça c'est la première planche d'exercice que nous avons posé. C'est un exercice de proba et c'est un exercice en fait qui s'apprête à des discussions sur d'autres éléments des cours de probabilité que vous avez suivi en classe préparatoire. Donc je trouve que c'était un joli exercice aussi pour nous. Il y avait d'autres types d'exercices en proba sur peut-être d'autres aspects aussi de marché aléatoire. Voilà. Okay, j'aurais juste à prendre 2 minutes et parce qu'il y a des questions, c'est ça? Ah, c'est presque terminé. Ok, bah j'arrête là, excusez-moi. En fait, j'avais en tête 20 heures. Ok, bah ok, bon, on arrête là, c'est parfait. Merci beaucoup, Obi. Là, je vois pas de questions dans le chat, mais cette vidéo, si j'ai bien compris, n'est-ce pas, Clotilde, sera disponible en ligne?